Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. C'est le premier update lecture de l'année 2025. J'ai l'impression que ça fait des mois que je n'ai pas tourné d'update lecture. Je ne sais absolument plus comment on fait. J'ai même du mal à savoir de quel livre je vais vous parler. Donc ça va peut-être être un peu brouillon, un petit peu tâtonnant on va dire. Mais bon, j'espère que ça va revenir petit à petit et que je vais vous présenter mes deux dernières lectures de façon assez fluide. Bref, cette introduction est déjà beaucoup trop longue, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 1 de Belladonna d'Adaline Grace. C'est ma dernière lecture de l'année 2024. Donc là, aujourd'hui, vraiment, je vous présente ma dernière lecture de 2024 et ma première lecture de 2025, bref. Donc j'ai fini l'année avec Belladonna. Je n'avais pas du tout l'intention de lire Belladonna, ça ne me faisait pas du tout envie. La couverture elle est pas si horrible que ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est des personnages. D'ailleurs pour cet update c'est vraiment deux couvertures avec des personnages dessus. Bref. Rien ne va plus au niveau couverture, mais bon, bref. Et je me suis fait influencer en fait par Camille de la chaîne Madame Errance qui a eu un coup de cœur monumental pour le tome 1 et le tome 2 qu'elle a enchaîné, il me semble, en disant vraiment qu'elle avait surkiffé, que c'était trop bien, tout ça, et on aime globalement les mêmes choses, à quelques détails près, mais sinon globalement on aime, voilà, on aime plutôt bien les mêmes romans. Et du coup c'est vrai que je me suis laissée totalement influencer, donc j'ai décidé de me lancer dedans. Au niveau du résumé, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Signa, je sais pas le prononcer en fait, dans ma tête je ne le prononce pas, donc Signa. Bref, une jeune fille qui est orpheline en fait depuis qu'elle a quelques jours de vie parce que sa famille a vécu une vraie tuerie en fait. Ils ont tous été empoisonnés lors d'une fête. Donc elle a perdu ses parents et elle, malgré le fait qu'elle soit empoisonnée du fait qu'elle était allaitée par sa mère, elle était aussi empoisonnée, l'ange de la mort n'a pas pu la récupérer. Et en fait il se trouve qu'elle est complètement immunisée par rapport à la mort. Donc elle va être ballottée de... Alors, famille d'accueil en famille d'accueil, de proche en proche de sa famille, qui d'ailleurs, ça va petit à petit être de plus en plus éloigné. Et en fait, à chaque fois, il va lui arriver des choses un petit peu bizarres. Elle va se retrouver dans des situations où elle va mourir, mais comme elle ne peut pas mourir, elle va survivre finalement et se remettre très bien. Elle arrive à voir l'ange de la mort. Quand il est là, elle sait que c'est parce que quelqu'un de son entourage va mourir, chose qui arrive aussi assez régulièrement. Et quand elle est en situation de mort, elle voit aussi l'ange de la mort. Elle se croit totalement maudite et en fait il se trouve qu'un jour la personne qui est en charge de Signa à ce moment-là va mourir et du coup l'ange de la mort qui essaye de lui faire comprendre que lui il n'y est pour rien en fait. Elle le tient pour responsable mais lui n'y est pour rien. Lui dit qu'il va se débrouiller pour qu'elle puisse arriver dans un foyer qui sera meilleur pour elle. Donc elle est envoyée dans la famille de la sœur de sa mère, il me semble que c'est ça. Et elle va se rendre compte que justement la sœur de sa mère, donc la tante de Signa, est morte de maladie, on suppose, même si en fait c'est pas vraiment le cas. Et sa cousine est en train de mourir à petit feu de la même maladie. Sauf qu'elle, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle va essayer de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Si c'est vraiment une maladie ou si c'est plutôt un empoisonnement. Surtout que elle est vraiment très branchée sur l'empoisonnement puisqu'elle s'empoisonne assez régulièrement pour essayer de communiquer avec l'ange de la mort, essayer de le voir, essayer de le tuer, entre guillemets. Bref, on est là-dessus. Donc prometteur, franchement prometteur. On va commencer direct parce que j'en ai pensé. Je n'ai pas du tout passé un mauvais moment de lecture.
vraiment pas. Mais pour autant, ça n'a pas été un immense coup de cœur. C'était pas désagréable. L'ambiance est vraiment très particulière. On est un petit peu... c'est un peu ambiance 19e siècle. Il y a le côté très aristocrate, très gens du peuple, qui se mélange pas forcément. Donc elle arrive dans un milieu très aristocrate alors qu'elle est censée hériter d'une fortune incommensurable à sa majorité, donc dans quelques mois. Donc pour l'instant, voilà, elle vient habiter chez son oncle, du coup, par alliance. C'est vraiment très particulier, c'est une ambiance particulière. J'ai adoré l'Ange de la Mort, vraiment de ouf. J'ai adoré leur relation qui va évoluer petit à petit parce qu'en fait ils vont se croiser de plus en plus souvent et Signa elle va comprendre qu'en fait peut-être qu'effectivement il a raison, que c'est pas vraiment lui le problème, que ça vient peut-être d'autre chose, que peut-être elle c'est quelque chose d'autre et que peut-être elle a des capacités parce qu'il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va se rendre compte qu'elle a des capacités quand elle est morte entre guillemets. Et l'Ange de la Mort va se proposer pour lui donner des trucs et des astuces pour qu'elle puisse maîtriser ses pouvoirs. Donc on a tout un côté un petit peu historique 19e, on a le côté fantastique avec l'Ange de la Mort, tout ce qui est pouvoir en lien avec la mort. On a un petit côté enquête. Là clairement l'enquête je trouve qu'elle est un peu... elle est un peu facile, j'ai pas été tenue en haleine par l'enquête. Le fait de découvrir qui était à l'origine du meurtre du coup de sa tante et de sa cousine, et de la tentative d'assassinat plutôt sur sa cousine, c'est pas ça qui m'a tenue en haleine. C'était pas fou là-dessus, bien que je n'ai pas deviner qui était à l'origine. J'avais des soupçons un petit peu comme Signa au vu de certaines choses qui sont dites, mais sinon c'est vrai que je savais pas spécifiquement qui était à l'origine. Voilà, donc j'ai pas passé un mauvais moment parce que l'ambiance est vraiment très particulière, donc j'ai eu du mal à vraiment me plonger dedans, à être pris d'une frénésie de lecture, c'est pas du tout arrivé. Essentiellement parce que l'ambiance est vraiment très particulière, mais à contrario, j'ai adoré tous les passages avec l'Ange de la Mort. J'imagine que le tome 2 sera encore plus axé là-dessus. Je pense pas qu'on va repartir sur une enquête de meurtre dans le tome 2. J'espère en tout cas, mais j'ai bien envie en fait de savoir ce qui se passe par rapport à ses pouvoirs. J'ai aussi envie de savoir ce qui va se passer au niveau de la romance qui est mise en place, parce que ça change un petit peu, parce que voilà, c'est sympa. Mon avis du coup global c'est que c'est sympa. J'ai pas surkiffé de ouf, c'est pas un immense coup de cœur, mais j'ai passé un moment très agréable de lecture. Clairement, je ne lirai pas le tome 2 dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains mois. Mais peut-être que quand s'approchera ma vidéo sur mes sagas en cours, j'aurai envie de lire le tome 2, histoire d'avancer une saga. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est une duologie. Il ne me semble pas, c'est peut-être une trilogie. Donc, je me dis pourquoi pas. Je crois qu'en vlog, je vous disais que je savais pas trop si je la passais en saga abandonnée ou pas. Après réflexion, j'ai quand même envie de lire le tome 2 parce que je me dis que pourquoi pas en fait. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour Belladonna. C'était sympa, ça changeait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc on passe à ma deuxième lecture. Et du coup, deuxième lecture, c'est la première de 2025 et j'ai terminé l'année avec une saga commencée et je commence une année avec une saga terminée, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc j'ai lu le dernier tome des Gardiens d'Ulgurine d'Ophélie Duchemin, donc c'est Fil d'or, c'est la réécriture de Réponse. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais adoré le tome 1 Rose éternelle qui était la réécriture de La Belle et la Bête que j'avais lu dans le cadre du PLIB alors que la couverture, je déteste ces couvertures mais vraiment, je crois que Rose éternelle c'est la pire de toutes. Je déteste vraiment, c'est le genre de livre que je ne lirai pas parce que je vois la couverture et là je l'avais fait pour le PLIB et ça avait été un immense coup de cœur.
Ensuite, j'avais eu un immense coup de cœur pour le tome 2 qui était Murmure de l'océan, donc réécriture de La Petite Sirène. Et là, bien évidemment, il fallait que je lise le tome 3, donc Fil d'or. Et ce que je ne savais pas, et que j'ai découvert en le récupérant sur ma liseuse, c'était qu'on était sur une fin de saga, puisqu'il y avait un bandeau sur la couverture sur ma liseuse qui disait fin de saga. Donc je me suis dit, ben voilà, très bien, ça permet de finir une saga. Réécriture de contes, j'adore. Dans cet univers que l'auteur a créé, incroyable, trop contente. Et en plus, il y a toujours des petits clins d'œil par rapport au tome précédent. Donc j'avais bien envie de me replonger dans cet univers. Donc comme je vous disais, on est sur une réécriture de Réponse. Là c'est Cléa qui a réussi à s'enfuir à l'âge de 13 ans. Elle était sous l'emprise de la Soulam, je crois que c'est comme ça, en tout cas que ça s'écrit. Oui, je crois que c'est ça. Donc une des dirigeantes d'une contrée dans cet univers. Qui tue et qui prend la force vitale en fait des jeunes gens. Donc elle, quand elle découvre ça, elle a plus du tout de souvenir de son enfance. Ça fait 2 ans qu'elle est enfermée dans sa tour et elle arrive à s'enfuir. Sauf que malheureusement, en s'enfuyant, elle va se faire choper pour devenir esclave de chair. Et donc nous, on la récupère, elle doit avoir une vingtaine d'années je crois. Je ne me souvenais pas du tout, mais c'est un personnage qui était présent dans le tome 2. Mais il y a eu tellement de temps entre le tome 2 et le tome 3 que je ne m'en souvenais plus. Bref, et donc voilà, on va suivre l'histoire de Réponse. Globalement, comment elle essaye de s'en sortir, comment elle essaye d'échapper aux griffes de sa mère, entre guillemets. Et en parallèle, on a le point de vue de Archer qui est un Senka, c'est un assassin qui est totalement contrôlé via une drogue par cette méchante reine-là et qui lui demande d'aller récupérer Cléa tout simplement. Voilà, globalement c'est à peu près ça le pitch de base. J'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment un très bon moment de lecture. Je suis encore une fois heureuse de retomber dans cet univers qui est riche, qui est travaillé, qui est beau. Les personnages, je les ai beaucoup aimés, plus les personnages secondaires que les personnages principaux, pour le coup. Je me suis beaucoup moins attachée à Archer et à Cléa que je l'avais fait pour Méliane et Adriane dans le tome 1, ou Eric et Aileen pour le tome 2. C'est pas pour autant que je les ai détestés ou pas aimés, hein. Je les ai vraiment beaucoup aimés, mais j'ai pas eu un attachement incroyable pour eux. Et ce que je vais reprocher et qui du coup, c'est pour ça que c'était juste une excellente lecture et que c'était pas un coup de cœur, j'ai trouvé qu'il y avait certaines situations qui prenaient beaucoup de temps. L'auteur, elle prend beaucoup de temps sur certaines situations. Et c'est vrai que le final, j'ai trouvé que c'était pour le coup assez rapide. Je vais pas dire que c'était bâclé, mais du coup en comparaison de plein de situations où je trouvais que les chapitres s'enchaînaient, on était toujours sur la même situation, en sachant que les chapitres sont assez longs, même s'il y a des petites ellipses à certains moments dans le chapitre, les chapitres sont assez longs. Du coup voilà, j'étais un petit peu... j'attendais de voir parce que quand je me rapprochais de la fin, je me disais si c'est une fin de saga et qu'il reste que ce nombre de pages là, ça fait déjà 500 pages que je lis. S'il reste que ça, ça va être compliqué de finir l'histoire et surtout de finir la saga. Et bah si, c'est vraiment la fin de la saga. Donc voilà, globalement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je suis très contente d'avoir commencé mon année 2025 avec Fil d'or. Mais pour autant, c'était pas un coup de cœur. Alors que franchement, au vu du tome 1 et du tome 2, j'étais persuadée que ce serait un coup de cœur. Mais là, après, il y a eu aussi, c'est vrai que je vais quand même le dire, je l'ai commencé en fait fin d'année 2024, pendant la période des fêtes, là où je travaillais beaucoup, là où j'étais très fatiguée et où je ne lisais pas beaucoup, du fait de la fatigue, du fait qu'il y ait du monde chez moi, toute cette partie-là. Donc c'est vrai que globalement, je l'avançais pas beaucoup et peut-être que si je l'avais plus avancé régulièrement, ça aurait été peut-être... Ça m'aurait peut-être paru moins long, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Si vous avez aimé le tome 1 et le tome 2, le tome 3 sera quand même excellent. Si vous avez eu un coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2, le tome 3 reste tout de même excellent. Voilà, c'était quand même très très chouette. J'adore. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup quand les personnages souffrent, quand les personnages ont une vie vraiment atroce. Et là, que ce soit Cléa ou Archer, franchement, les deux, ils ont une vie de merde, hein, tous les deux. Ils ont un passé horrible, tous les deux. Et ça, j'avoue, pour mon côté sadique, c'était très appréciable, donc voilà. Mais non, franchement, très très bonne lecture. Je suis vraiment contente. Je suis encore plus contente d'avoir terminé une saga, du coup. Et le fait que ce soit vraiment des réécritures de contes, qu'il y ait quand même un fil conducteur entre les tomes, mais que globalement, c'est chaque tome une réécriture de contes, bah là, je suis pas triste de terminer la saga parce que bah au final, chaque tome est quand même très différent, comme si c'était vraiment un one-shot. D'ailleurs, pendant plusieurs années, je n'ai pas mis les Gardiens d'Ulgurine dans ma vidéo sur les sagas en cours parce que je l'oubliais tout le temps en fait. Pour moi, c'était vraiment des one-shots alors qu'en fait, non. Parce que vraiment le fil conducteur est quand même, c'est un fil, hein, c'est même pas un ruban, c'est vraiment un fil. Donc voilà, très bonne lecture, excellente lecture, je vous la conseille chaudement, mais malheureusement pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. Mais bon, je suis quand même très satisfaite et globalement, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ces deux lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Thank you.